Benito Mussolini. Benito Mussolini a passé sa dernière journée en fuite. Pendant des années, il avait vendu à l'Italie le rêve d'un empire renaissant, posant sur des balcons, insistant sur le fait que l'histoire était de son côté. Fin avril 1945, l'histoire l'avait déjà dépassé. Le nord de l'Italie se désaglégeait. Les unités allemandes battaient en retraite. Des groupes partisans s'emparaient des routes et des villes. Mussolini a tenté de s'éclipser dans ce chaos vêtu d'un manteau allemand, avançant avec un convoi vers la frontière suisse. Le 27 avril, des partisans communistes ont arrêté la colonne près de Dongo, non loin du lac de Caume. Ils ont fouillé les camions, interrogé les soldats et cherché des visages familiers. Ils l'ont trouvé caché parmi les Allemands. La capture fut simple, presque humiliante. Le dictateur qui exigeait des saluts essayait maintenant de se rendre invisible. Il a été détenu toute la nuit avec Clara Petacci. Le 28 avril, il a été emmené à Giulino di Mezzegra et fusillé. La séquence précise varie selon les témoins, mais le résultat reste le même. Il est mort à 61 ans. Ce qu'a suivi relevait du message, pas de la clémence. Les corps ont été transportés à Milan et jetés sur la Piazza Loreto, un lieu lié à d'anciennes exécutions fascistes. Une foule s'est rassemblée puis a explosé. Les gens frappaient les cadavres, crachaient et tiraient des coups de feu supplémentaires, tentant de condenser des années de peur en quelques minutes de vengeance. Finalement, les corps furent pendus la tête en bas, à la vue de tous. Le fascisme a pris fin comme il a vécu, comme un théâtre, comme un avertissement, comme une réécriture publique de l'histoire. Adolf Hitler. À Berlin, le 30 avril 1945, Adolf Hitler ne commandait plus d'armées. Il les entendait disparaître. Les forces soviétiques étaient en train d'envahir la ville. Les rues au-dessus de la chancellerie du Reich n'étaient plus que gravats, fumée et ondes de choc. Hitler s'était replié dans le Führerbunker, un labyrinthe de béton construit pour survivre, qui ne servait plus désormais que tombeau encombré de paperasse. Son cercle rapproché rétrécissait d'heure en heure. Les messages arrivaient en retard ou pas du tout. Les cartes montraient des unités qui n'existaient pas. Ils faisaient des 100 pas, s'emportaient, puis se taisaient. L'homme qui avait bâti un régime sur la certitude se retrouvait piégé dans l'incertitude. Le 29 avril, il épousa Eva Braun sous terre, lors d'une cérémonie qui ressemblait moins à un acte d'amour qu'à un dernier tampon sur un dossier. Il dicta des déclarations politiques, accusa ses ennemis et tenta de contrôler la façon dont le monde lirait sa fin. Le 30 avril, il fit ses habits. Dans l'après-midi, lui et Braun se retirèrent dans des pièces privées. Après un court moment, le personnel entra et les trouva morts. Les récits les plus étayés indiquent qu'Hitler a utilisé du cyanure et un coup de faux, tandis que Braun a utilisé uniquement du poison. Il avait 56 ans. Leurs corps furent transportés en haut des escaliers du bunker, dans le jardin de la chancellerie, imbibés de carburant et brûlés tandis que des obus tombaient à proximité. Il échappa à la capture et au jugement en choisissant sa propre sortie, et sa mort devint alors ce qu'il avait toujours le plus redouté, une histoire racontée par d'autres. Joseph Staline. Joseph Staline a gouverné grâce à une équation simple. La peur plus le silence égale le contrôle. Au final, cette équation l'a piégé lui aussi. Dans la nuit du 1er mars 1953, Staline organisa l'un de ses dîners tardifs dans sa datcha de Kuntsevo, en dehors de Moscou. Les hommes autour de lui riaient au bon moment et surveillaient son humeur comme on observe la météo. C'étaient des responsables qui savaient qu'une erreur pouvait mener à l'arrestation, à l'exil ou pire encore. Après avoir beaucoup bu, Staline les congédia aux premières heures de matin et se rendit dans ses appartements privés. Puis la maison devint silencieuse. Le matin arriva, puis l'après-midi. D'ordinaire, Staline sonnait pour appeler le personnel. Cette fois, il ne le fit pas. Tout le monde le remarqua. Personne ne voulait être celui qui entrerait sans y être invité. Ses gardes savaient ce qui arrivait à ceux qui franchissaient la mauvaise limite. Alors ils attendirent tandis que le silence devenait anormal. Le soir venu, quelqu'un finit par entrer et trouva Staline allongé par terre, partiellement paralysé, incontinent, luttant après une grave attaque cérébrale. Il avait 74 ans. On appela des médecins, mais des heures précieuses s'étaient déjà écoulées. Il survécut plusieurs jours, incapable de parler distinctement, le visage enflé, la respiration rauque, un système puissant réduit à la simple biologie. Des rumeurs ont ensuite évoqué un retard délibéré ou un acte malveillant. Ce qui est certain est plus glacé. Staline avait bâti un monde où les gens le craignaient plus qu'ils ne craignaient la mort. Dans ce monde-là, même l'aide Aristar. Il mourut le 5 mars 1953 et l'État décréta un deuil national, tandis que de nombreux initiés poussaient un soupir de soulagement discret. Francisco Franco. Francisco Franco n'est pas tombé sous les balles d'une foule ni sous un peloton d'exécution. Il a duré assez longtemps pour orchestrer sa succession.
Sa dictature reposait sur la répression, mais aussi sur des institutions et des réseaux de loyauté capables de continuer à fonctionner malgré l'affaiblissement du dirigeant. Pendant des décennies, son gouvernement contrôlait la parole, punissait les opposants et se présentait comme le seul rempart contre le chaos. Ce discours a survécu à l'homme car il était ancré dans l'État. En 1975, la santé de Franco déclinait et le régime traitait chaque bulletin médical comme une affaire politique. Derrière les portes de l'hôpital, ministres et généraux préparaient la continuité. Franco avait déjà désigné le prince Juan Carlos comme successeur, visant une transition contrôlée plutôt qu'un vide de pouvoir. Après des semaines de complications et d'interventions, Franco est mort à Madrid le 20 novembre 1975, à l'âge de 82 ans. L'annonce fut formelle, ritualisée et chargée de symboles. Les drapeaux furent mis en berne. Le ton des émissions changea. L'État s'exprima comme si un pilier s'était effondré, car pour certains c'était le cas. Mais l'Espagne ne réagit pas d'une seule voix. Certains pleuraient un homme fort qui pensait avoir stabilisé le pays. D'autres ont ressenti à la fois un soulagement et de l'incertitude. La fin de Franco est troublante car elle est si banale. Il mourut dans son lit, protégé par les machines qu'il avait construites, laissant au pays le soin de décider ce qu'il fallait conserver et ce qu'il fallait démanteler et à quelle vitesse il oserait changer. Nicolae Ceausescu. Nicolae Ceausescu a passé des décennies à transformer la Roumanie en une scène où il était le personnage principal. Des portraits partout, des discours partout, un État sécuritaire qui punissait le moindre doute privé. Puis, en décembre 1989, la foule a cessé de jouer le jeu. Les protestations se sont répandues, les forces de sécurité se sont fissurées, et le 22 décembre, Ceausescu et sa femme Elena ont fui Bucarest en hélicoptère, alors que leur autorité s'évaporait en temps réel. Ils ont été capturés en quelques heures. Ce qui a suivi s'est déroulé à une vitesse révolutionnaire. Un tribunal militaire a été réuni sur une base à Targoviste. Les chefs d'accusation ont été lus, notamment le génocide et la destruction de l'économie. Le procès a été expédié chaotique et conçu pour aboutir à un seul résultat. Ceausescu a protesté affirmant qu'il était toujours le dirigeant légitime. Elena a interrompu, a argumenté et a refusé de jouer le rôle de l'accusé. Le verdict n'a jamais fait de doute. Coupable, condamnation à mort. Le jour de Noël, le 25 décembre 1989, ils ont été conduits dehors, devant un mur. Un peloton d'exécution a ouvert le fer. Nicolas avait 71 ans. L'exécution a été filmée car l'objectif était de fournir des preuves. Ce soir-là, la télévision roumaine a diffusé suffisamment d'images pour dissiper tout doute. Un régime bâti sur la propagande s'est achevé avec une image que la propagande n'a pu inverser. Idi Amin. Le règne d'Idi Amin était bruyant, théâtral et violent. Sa fin fut calme et distante. Il n'est pas mort sur un champ de bataille ni dans un tribunal. Il mourut en exil, loin du pays qui craignait autrefois son nom. Après avoir pris le pouvoir au début des années 1970, Amin a transformé l'Ouganda en un instrument de terreur. Les opposants disparaissaient. La peur est devenue la norme. Il affichait sa puissance à travers de grands titres, tandis que la violence accomplissait le vrai travail. Puis il a perdu le contrôle des frontières et de l'armée. La guerre et l'effondrement l'ont chassé en 1979. Pendant des décennies, il a vécu à l'étranger, principalement en Arabie Saoudite. Les palais et les défilés ont disparu, remplacés par un anonymat surveillé. Le 16 août 2003, il est mort à Jeddah, largement rapporté comme ayant environ 78 ans. Les rapports faisaient état d'une grave maladie et d'une défaillance des organes, ces derniers jours ayant été passés à l'hôpital. La réaction était partagée, même à distance. Certains voulaient que son corps soit rapatrié en Ouganda. D'autres préféraient que sa tombe reste loin d'eux. Ce débat en dit long en lui-même. Un dictateur peut quitter le pouvoir, mais il ne quitte pas la mémoire des gens selon un calendrier. Pour de nombreuses victimes, sa mort est restée inachevée. L'exil peut ressembler à une évasion. Il n'y a eu ni verdict ni aveu, juste une fin paisible, protégée par la distance et le temps. Amin a passé des années à faire craindre la mort aux autres. Finalement, la mort l'a trouvé dans une chambre d'hôpital, loin des rues où son pouvoir comptait autrefois. Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic a gouverné par le biais de la bureaucratie, du contrôle des médias et du nationalisme, transformant les institutions en armes. Dans les années 1990, il est devenu une figure centrale des guerres qui ont suivi l'éclatement de la Yougoslavie. Son dernier chapitre était censé se terminer par un verdict incontestable. Transféré à La Haye, Milosevic a été jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La procédure a été longue et houleuse. Il s'est défendu lui-même, a défié le tribunal et a tenté de transformer la salle d'audience en une nouvelle scène.
Sa santé s'est détériorée et les différents médicaux sont devenus partie intégrante de l'affaire, ralentissant le processus et prolongeant l'affaire sur plusieurs années. Puis, avant tout verdict, tout s'est arrêté. Le 11 mars 2006, Milosevic a été retrouvé mort dans sa cellule de détention. Il avait 64 ans. La conclusion officielle a été un arrêt cardiaque. Le moment a eu l'effet d'un coup de poing car le tribunal avait été créé pour une seule chose, remplacer la vengeance par les faits et la rumeur par le jugement. Pour un tribunal, la mort n'est pas une fin, hein. C'est une porte verrouillée. Elle refuse un verdict définitif et prive les victimes du moment où un système déclare de toute évidence cela s'est produit et cela a eu de l'importance. Milosevic a manipulé les institutions dans sa vie. Par sa mort, il a privé l'institution de son dernier mot. Saddam Hussein. L'exécution de Saddam Hussein était censée donner l'impression d'un retour à l'ordre. Au contraire, cela a montré à quel point une fin peut être chaotique même après la capture du dictateur. Saddam dirigeait l'Irak par la surveillance, la police secrète et une violence qui s'immisçait dans la vie quotidienne. Après l'invasion et sa capture, il est passé des palais à la détention, du contrôle absolu à un emploi du temps imposé par d'autres. Il a été condamné par un tribunal irakien et condamné à mort par pendaison. Officiellement, cela devait être contrôlé, solennel et définitif. Le 30 décembre 2006, avant l'aube, Saddam a été conduit dans la chambre d'exécution à Bagdad. Il avait 69 ans, portait un manteau sombre et gardait une posture droite. Des témoins ont rapporté que les gardiens le provoquaient avec des insultes sectaires. Saddam a répondu par la prière et la défiance. Quelqu'un a filmé le moment avec un téléphone portable. La vidéo de mauvaise qualité a fuité et s'est répandue dans le monde entier, transformant l'exécution d'un rituel d'État en image brute d'un pays fracturé. La trappe s'est ouverte et il est tombé. Tout s'est terminé rapidement. Son corps fut rapatrié et enterré près de Tikrit. La réaction s'est divisée selon les clivages habituels. Justice pour certains, vengeance pour d'autres, et un avertissement pour beaucoup que la destitution d'un seul homme ne répare pas un État en ruine. Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi a passé 4 décennies à construire un système autour de sa personne, mêlant idéologie, brutalité et mise en scène. Il a survécu aux coups d'État, aux sanctions et à l'isolement, en changeant d'alliance et en réprimant toute dissidence. En 2011, le système a craqué. Alors que le soulèvement se transformait en guerre civile, les forces de Kadhafi perdaient du terrain. Il a fui Tripoli, s'est replié vers Sirte et, à la mi-octobre, a tenté de s'échapper avec un convoi. Des frappes aériennes ont touché les véhicules. Le convoi a été pulvérisé. Kadhafi s'est enfui et quelques fidèles dans les décombres essayant de disparaître au cœur des ruines de son propre pays. Le 20 octobre 2011, des combattants l'ont capturé vivant. Il avait 69 ans. Des téléphones filmaient déjà la scène. Les vidéos le montrent ensanglanté, désorienté, entouré d'hommes qui crient. Il a supplié. Il a été traîné, frappé, exhibé comme un trophée en mouvement. La séquence exacte de ces dernières minutes fait débat, mais le résultat ne fait aucun doute. Il est mort peu après sa capture, dans le chaos et la violence. Son corps a été emmené à Misrata et placé dans une chambre froide pendant que des foules faisaient la queue pour voir la preuve. Dans les États effondrés, les preuves deviennent monnaie d'échange. Le cadavre faisait office de reçu. La fin de Kadhafi n'était pas un verdict. Il s'agissait d'un aspirateur filmé à bout de brin. Kim Jong-il. La mort de Kim Jong-il fut la plus discrète de cette liste et, d'une certaine manière, la plus glaçante. Il a dirigé la Corée du Nord pendant 17 ans, maintenant l'un des États les plus fermés et contrôlés au monde. Le régime a construit un culte de la personnalité qui affirmait qu'il était extraordinaire, presque au-delà de la biologie, et il a enveloppé Smith autour de chaque manuel scolaire, chaque émission, chaque rituel public. Le 17 décembre 2011, Kim est mort d'une crise cardiaque alors qu'il voyageait en train, selon les autorités nord-coréennes. Il avait 69 ans. Les médias officiels ont présenté ça comme un sacrifice, affirmant qu'il avait subi une tension mentale et physique extrême au service de la nation. L'État a annoncé sa mort le 19 décembre, après un délai qui avait son importance. En Corée du Nord, l'information n'est pas partagée. Elle est mise en scène. L'annonce s'est faite avec une véritable chorégraphie, une présentatrice vedette en noir, des larmes à l'écran et des images de foule s'effondrant de chagrin, hurlant dans les rues, s'inclinant devant les portraits. Une partie du chagrin était réelle, une autre était jouée, et le système rendait difficile de faire la différence. Le corps de Kim a été embaumé et exposé au palais du soleil de Kumsusan aux côtés de son père. La mort est devenue continuité. Le pouvoir a été transféré à son fils Kim Jong-un rapidement et sans accroc, l'armée et le parti affichant leur loyauté comme prévu. Beaucoup de dictateurs tombent lorsque leur système s'effondre.
Kim Jong-il est mort et le système a tenu exactement comme il avait été conçu. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour en voir d'autres du même genre et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir ensuite.